Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 heures. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les titres qui vous seront développés. Le président de la République a reçu aujourd'hui une forte délégation de la région Harar de l'Éthiopie. Nouvelle nationale toujours attelée sur la réforme des textes statutaires de la fonction publique, présidée par le Premier ministre et organisée par le ministère du Travail. Et enfin, dans l'actualité internationale, l'ONU déplore l'expansion de la colonisation israélienne en Palestine. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu ce matin au palais de la présidence une importante délégation de la région Harar de l'Éthiopie. Cette délégation est en visite donc à Djibouti dans le cadre d'un projet de jumelage entre la ville de Harar et la région d'Arta qui présente donc des similarités sur les plans sociaux et culturels. Il s'agira surtout d'échanger dans le cadre de ce jumelage des connaissances, des expériences et de partager un savoir-faire dans tous les domaines économiques, sociaux et culturel. En effet, Arta et Harar évoluent sur le plan du jumelage dans le cadre des activités touristiques, économiques ou culturelles qui peuvent bénéficier aux deux régions. Il est à souligner que la ville de Harar est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et a déjà été primée comme ville de paix et de tolérance. Et à l'issue de sa rencontre avec le chef de l'État, le président de la région Harar de l'Éthiopie a remercié le président Guelleh pour l'accueil chaleureux et fraternel qui lui a été réservé durant sa mission à Djibouti. Il espère donc que les échanges entre les deux villes déboucheront sur des opportunités de développement économique et de partenariat entre les villes et contribueront grandement à l'entente de leurs citoyens. Les deux parties donc ont évoqué que ce rapprochement et la rencontre des deux régions contribueront à asseoir un cadre favorable à la promotion de la paix et du développement. Dans l'actualité également, Djibouti ambitionne de se lancer dans la construction de mini-satellites en partenariat avec l'université de Montpellier. Tel était donc l'objectif de la rencontre hier entre le président Ismaël Omar Guelleh et le directeur du centre spatial de l'université de Montpellier, Laurent Dusdo. Durant la rencontre a été discutée la mise en œuvre d'un projet de création d'un nanosatellite djiboutien, une première pour Djibouti qui se tourne vers la technologie spatiale en partenariat avec l'université de Montpellier. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et le président de l'université de Djibouti, Dr Jamar Mohamed Hassan, ont pris part à cette réunion. Ce projet ambitieux a pour objectif de créer un nano-satellite, donc Made in Djibouti, qui va démarrer avec la formation des jeunes chercheurs et ingénieurs djiboutiens qui vont être envoyés à l'université de Montpellier pour devenir des cadres dans la technologie de l'espace et auront la tâche de créer des nanosatellites. Le nanosatellite, appelé également mini-satellite, est un vaisseau spatial pesant jusqu'à 10 kg et qui est un moteur de croissance avec pour rôle de fournir des données dans différents domaines tels que la recherche scientifique, l'agriculture, le secteur industriel, la gestion des catastrophes et enfin le changement climatique. Et pour plus de précision, nous avons reçu aujourd'hui dans l'édition de 15 heures le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, qui est revenu pour nous sur l'importance de ce programme ambitieux. On l'écoute. Vous savez, hier, j'ai reçu un appel téléphonique de plusieurs amis, des Djiboutiens. Certains étaient très optimistes pour nous dire qu'il faut aller de l'avant. D'autres s'est posé un certain nombre de questions tout à fait légitimes. Première question, est-ce une priorité pour Djibouti? À cette question, je répondrai que c'en est une dans la mesure où la technologie évolue. Et elle évolue très vite. Aujourd'hui, ce qu'on peut faire avec un smartphone, avant, pour appeler, il fallait avoir un gros téléphone et des composantes beaucoup plus compliquées. L'autre élément important, c'est que pendant longtemps, on a jugé que l'Afrique n'avait pas la capacité d'accéder à la technologie. Aujourd'hui, des pays limitrophes, voisins, ont osé faire ce pas, de penser plus haut vers l'espace. Et parmi ces pays, on peut citer l'Éthiopie, le Rwanda, l'Égypte, plus loin le Ghana, l'Afrique du Sud. Pourquoi pas Djibouti? A-t-on les moyens de le faire? Et pour quelle application? Je pense que c'est les choses profondes sur lesquelles il faut discuter. A-t-on les moyens de le faire? Aujourd'hui, avec ces fabrications des nanosatellites, le coût a énormément baissé.
les composantes ont énormément baissé. Donc il y a une possibilité aujourd'hui pour que Djibouti s'inscrive dans la construction d'un nanosatellite. Alors, pour quelle utilisation? Vous savez, on est dans un monde où la donnée coûte de plus en plus cher. Données de sécurité, données d'environnement, données pour comprendre comment développer notre agriculture, faire développer ou fructifier nos ressources naturelles. Et on n'a pas accès à nos propres données au niveau des aspects satellitaires. Il faut acheter ces données, il faut les demander. Or aujourd'hui, la technologie nous démontre que nous avons la capacité de faire et d'accéder à cette technologie. Ce qui m'encourage, je voudrais souligner ça, c'est que le président de la République a eu bien avant nous cette vision. En se disant, et en nous mandatant, en se disant, Monsieur le ministre, étudiez la possibilité pour Djibouti de réfléchir en termes de lancement de satellites. Et nous avons choisi, dans cette idée de développement de satellites, le Centre spatial universitaire de Montpellier, qui a déjà une très grande expérience en la matière. Ça, c'est le premier élément. Au niveau de nos ressources humaines, il y a quelques années, nous n'avions pas des ressources suffisantes. Aujourd'hui, des étudiants, qu'ils soient en DUT, qu'ils soient à la faculté d'ingénieurs, nos enseignants, nos chercheurs, ont d'énormes capacités au niveau de la technologie. Maintenant, comment passer ce cap? Au niveau d'utilisateur, mais de quelqu'un qui a le savoir, mais le savoir-faire et de la haute technologie. Et c'est pour ça qu'on donc on veut s'engager dans ce projet qui est la fabrication d'un nanosatellite. Mais hier, je vous disais, j'utilisais un mot très fort, Made in Djibouti. Contrairement à beaucoup de pays, on n'a pas demandé à ce qu'on nous fasse un satellite. On va demander à ce que les 10 personnes qui seront sélectionnées, formées à Montpellier, que ce soit des Djiboutiens qui fabriquent ce premier satellite. Nos Djiboutiens, nos jeunes Djiboutiens se forment dans les meilleures universités. Or, je l'ai dit souvent, ils utilisent les mêmes technologies, communiquent avec le même langage que les étudiants des meilleures universités. Pourquoi ils n'auraient pas cette possibilité de progresser et d'évoluer et de plus tard créer leur propre start-up et revenir dans le pays pour justement monnayer ces technologies? Pour se dire, si un pays qui est en face de nous ou à côté, au lieu de s'adresser à des pays beaucoup plus chers, nous pourrons fabriquer. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous savez, les pays asiatiques, contrairement aux pays africains, il y a quelques années, ont osé passer ces caps. Il y a 10 ans, la Chine était un pays presque sous-développé en matière de très haute technologie de l'Internet. Dans les 5 ans qui viennent, c'est eux qui seront les premiers. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont osé passer le pas. Et je pense qu'il faut Ils ont pris des risques. Ils ont pris des risques. Le président hier disait quelque chose à juste titre. Nous visons les étoiles, mais nous restons également les pieds sur terre. Et c'est ça qui est très très important. Dans le reste de l'actualité, sous le haut patronage du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, le ministère du Travail chargé de la réforme de l'administration a organisé aujourd'hui au Palais du Peuple une cérémonie de lancement des travaux de la réforme des textes statutaires de la fonction publique sous le thème « Pour une fonction publique moderne et performante ». À son arrivée donc au Palais du Peuple, le Premier ministre a été accueilli par le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Ismaël Ibrahim Roublé, et par le ministre du Budget, Abdelkarim Aden Cher. Le Premier ministre a par la suite visité les stands dressés à l'entrée du Palais du Peuple pour prendre part à une cérémonie riche en couleurs. La cérémonie a été animée, une projection qui revêt les archives et les différentes réformes entreprises par le ministère de l'Emploi pour améliorer les conditions de vie des fonctionnaires publics et conventionnés. L'objectif de cette cérémonie était de mettre en place une commission ad hoc présidée par le Premier ministre pour la réforme de la fonction publique. Plusieurs membres du gouvernement, des parlementaires, la maire de la ville de Djibouti, des secrétaires généraux des ministères, des directeurs généraux des administrations publiques ont pris part à cette cérémonie. Matin s'intègre dans une problématique plus large qui est celle de la réforme qui vise une transformation de l'administration pour la délivrance d'un service public de qualité. Les textes qui structurent notre fonction publique nécessitent toilettage, révision et amélioration. En effet, le contexte socio-économique du pays
est différent de l'époque de l'élaboration du statut général des fonctionnaires, d'où la nécessité de faire ressortir ce qui est devenu caduc et réfléchir à de nouvelles propositions qui doivent être intégrées dans les textes. C'est la mission précisément confiée à l'instance dont les activités seront lancées à l'occasion de cette journée. Prenant la parole durant cette cérémonie, le ministre du Budget, Abdelkarim Adencher, a indiqué que maintes réformes et retouches ont été mises en place depuis la grande réforme administrative qui a eu lieu en 1983. On écoute le ministre. Tout d'abord, d'exprimer mon immense plaisir de prendre part à cette cérémonie de lancement des travaux de la réforme des textes statutaires de la fonction publique. Une cérémonie qui constitue un pas important en ce sens que la réforme de l'administration publique a toujours été au centre des préoccupations des autorités. Et la réforme des textes statutaires de la fonction publique est une composante essentielle du programme de réforme. Notre pays, qui s'est lancé dans un programme de développement économique et social important avec de lourds investissements dans les infrastructures portières, se doit de se doter d'une administration au service du développement. Une administration prenant l'efficacité avec des fonctionnaires qualifiés, motivés et dotés d'outils de gestion modernes et des procédures simplifiées. Il est vrai que depuis plus de 20 ans, nombre d'efforts et d'actions de réforme ont été entrepris. Et la dernière initiative conjointe entre mon département et le ministère du Travail d'investir dans la formation des personnels de l'État à travers l'INAP est une action louable qui s'inscrit dans l'optique de la valorisation des ressources humaines. Mais il s'avère que nous sommes encore loin des objectifs à atteindre. Et parmi les objectifs non atteints, la réforme du statut général des fonctionnaires qui date des années 80. Par ailleurs, les statuts particuliers des fonctionnaires du 29 mai 89 ont subi ces dernières années des multiples retouches, dénaturant les textes d'origine, et des nouveaux statuts sont apparus relatifs à certaines catégories de corps, corps des ingénieurs, informaticiens, magistrats, personnels de santé, créant des rémunérations inéquitables entre les corps des métiers et générant des incidences significatives sur les dépenses salariales, estimées environ à plus d'1 milliard de francs. Cette situation est difficilement défendable au regard du principe de l'équité dans les traitements des fonctionnaires et au regard des considérations budgétaires qui nous a contraints à procéder au gel des avancements des agents de l'État. Et de son côté, le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Ismaël Ibrahim Roublé, a expliqué que la commission ad hoc mise en place va devoir s'acquitter de ses tâches pour réfléchir à tous les administrés de la fonction publique afin de leur donner équitablement la place qui leur revient. On écoute le ministre. Monsieur le Premier ministre, votre participation et votre présence ici nous réconfortent à plus d'un titre, parce qu'elle est la preuve, si besoin en est, de votre attachement au succès des réformes que le gouvernement a bien voulu engager pour mieux qualifier notre administration centrale. Ce positionnement démontre votre souci constant de faire de l'administration une institution solide, efficace et respectable au service du pays, et ce, conformément à la vision décrite par son Excellence, le Président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh. Je suis heureux et honoré de porter devant vous ce projet de transformation de la fonction publique, à travers la réforme de ces textes statutaires dont nous avons la conviction que cette initiative est salutaire et espérée. Salutaire parce que nous avons le devoir de donner à notre administration les moyens de sa transformation. Espérer parce que nous avons le devoir de soutenir nombre d'agents de l'État qui nous interpellent, qui nous murmurent. Leur patience, non pas leur patience, mais leur impatience, plutôt, de voir la rénovation de nos textes statutaires qui leur garantiront très certainement plus d'équité, mais aussi plus de liberté dans le choix de leur parcours professionnel. L'enjeu est de taille, car la fonction publique est au cœur de notre système sociétal et sa modernisation
est bien évidemment essentiel à la réussite des projets de développement de notre pays. Le chantier de la réforme de l'administration ne sera pas si simple. Comme vous le savez, les réformes, qu'elles soient juridiques, institutionnelles, procédurales, sont parfois source de tensions. Et cela, source de tensions, et cela réside dans la nature même de l'homme, mais surtout du Djiboutien, de résister et de manifester contre le changement dès que les intérêts individuels et catégoriels sont menacés. Et ceci, en particulier, de la fonction publique et tout en singulier. C'est aujourd'hui 17 522 agents publics engagés au service de l'intérêt général et certainement plus de 10 000 Djiboutiens qui sont concernés. Il nous faut donc passer au-delà des clivages et des intérêts particuliers pour gagner le pari de l'excellence de l'administration. Et clôturons la série des interventions. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, également président de la Commission nationale de la réforme de l'administration, a indiqué qu'il veillera pleinement et personnellement au bon déroulement de cette commission pour mettre en place des législations qui pourront profiter à chacun des administrés en fonction, titre, grade et diplôme. Les travaux de ce groupe de travail composé d'administrateurs au fait de ces questions et appuyés par l'équipe de consultants sont particulièrement attendus, que ce soit de la part des politiques ou de la part des concernés. Comme indiqué par les précédents intervenants, et notamment le ministre du Travail, qui croit vraiment à cette réforme, et j'exhorte la commission ad hoc de s'y conformer à ces directives. Les textes législatifs et réglementaires régissant la fonction publique commencent à dater, même s'ils demeurent corrects et opérationnels à plusieurs égards. Cependant, il s'avère aujourd'hui indispensable d'apporter les correctifs et adaptations nécessaires pour que ces textes puissent accompagner l'évolution de la société et des méthodes d'intervention de la puissance publique. Et cela d'autant plus essentiel dans le contexte du processus de réforme engagé par le chef de l'État depuis quelques années pour la modernisation de l'administration publique. En effet, les nouvelles méthodes de travail, l'évaluation de la performance, nécessitent que les textes régissant les fonctionnaires qui datent pour certains de plus de 30 ans soient adaptés. Parce qu'il est rémunéré avec les deniers publics, le fonctionnaire et plus généralement l'agent public se doivent être au service des administrés. Il constitue donc un maillon essentiel pour le bon fonctionnement des institutions, l'efficacité de l'action publique et, in fine, la satisfaction des usagers. À ce titre, les fonctionnaires et autres agents publics doivent être traités de manière juste et équitable, tout en faisant l'objet d'une évaluation régulière de leur performance et des sanctions si nécessaire. Force est de constater aujourd'hui que les réformes sectorielles introduites ces dernières années pour certains corps de fonctionnaires, aussi légitimes soient-elles, ont introduit une certaine iniquité en plus d'avoir rendu le cadre juridique régissant la fonction publique quelque peu illisible. Au-delà des corrections et du toilettage des dispositions obsolètes des textes, les travaux de cette commission doivent remettre de la cohérence et se dérouler dans un cadre inclusif. J'attends des membres de cette commission qu'ils œuvrent avec sérieux dans un esprit dénué de tout corporatisme. L'administration, pour sa part, devra se montrer disponible pour appuyer ce travail et j'exige que toutes les personnes sollicitées dans ce cadre collaborent comme il faut et j'y veillerai personnellement. Et pour parler donc concrètement des rôles et des missions de cette commission chargée de la révision des textes de la fonction publique, avec nous ce soir sur ce plateau pour nous donner donc plus ample explication, le directeur de l'administration publique, Hassan Ibrahim Ousmane. Bonsoir, monsieur le directeur. Bonsoir. Alors merci d'abord d'avoir accepté notre invitation et de bien vouloir répondre à nos questions. Parlez-nous dans un premier temps brièvement des travaux de cette commission d'aujourd'hui.
Écoutez, bien sûr, cette instance, créée par un décret en date du 26 octobre 2019, signé par le président de la République, son Excellence, Monsieur le Président de la République, a été mis en place par son Excellence, le ministre du Travail, chargé de la réforme de l'administration. En effet, il faut se rappeler que le texte de la fonction publique, le statut général qui date de 1983 et le statut particulier qui date de 1989 n'ont pas évolué et justement nécessitent une réadaptation justement au contexte actuel. Alors, pour le statut général de fonctionnaire, la commission doit mener un travail de diagnostic, faire un état du lieu, faire ressortir toutes les dispositions qui sont devenues caduques et faire des propositions pour justement corriger les dysfonctionnements. Pour le statut particulier, il faut aussi rappeler que le statut particulier comporte des corps de métier, plusieurs corps de métier. Et certains corps de métier, justement, ont été revalorisés. Aujourd'hui, il a été revalorisé par des indemnités qui sont particulièrement très avantageuses. Alors justement, de ce côté-là de texte du statut général des fonctionnaires, il faut maintenant corriger cette disparité entre ces corps de métier, ceux qui ont été revus et ceux qui encore restent à revoir. Alors, parlez-nous un peu de cette commission. Comment a-t-elle vu le jour et de combien de fonctionnaires est-elle composée? Comme je disais tout à l'heure, cette instance, elle a été créée par un décret du président de la République du 26 octobre 2019. Elle a été mise en place par le ministre, par le ministre de son Excellence, le ministre du Travail, et elle est composée des 10 membres dont j'ai fait partie de cette commission. Ce sont des spécialistes, c'est des juristes, c'est des gens qui ont une longue expérience. Voilà, une expérience en la matière, et nous allons tous réfléchir pour faire ressortir des propositions. D'accord. Alors, enfin, le délai imparti de la commission. La commission doit rendre ses travaux dans un délai de 4 mois. 4 mois. 4 mois. D'accord. Donc, tous les textes ne sont pas bons à jeter. Il y en a qui sont bien et fonctionnent à bien des égards, comme l'a dit le Premier ministre. Oui, sûrement. C'est juste quelques parties du texte qui doivent être... Sûrement. Enfin, pour le texte, parce qu'il y a deux textes. Il y a le statut général de fonctionnaire, lui, qui a besoin de toilettage. Ça veut dire revoir les passages qui ont besoin de réformer et de remplacer. Maintenant, pour le statut particulier, comme je disais, il regroupe de plusieurs corps, et certains corps de métier, justement, à bénéficier des indemnités, a été rehaussé par le biais des indemnités. C'est-à-dire, et parfois, c'est des indemnités avantageuses, très avantageuses. Maintenant, pour justement enrayer cette disparité entre les corps, la commission doit se pencher et faire des propositions dans un délai de 4 mois. D'accord, donc c'est 4 mois qui vont permettre donc à cette commission de travailler, de rendre le rapport donc au Premier ministre qui sera transmis également au Président de la République. Via le ministre de la... Merci donc monsieur le directeur d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle que vous êtes directeur de l'administration publique et membre également de la commission chargée de la révision des textes de la fonction publique, monsieur Hassan Ibrahim Ousmane. Merci à vous. C'est ça. C'est moi qui vous remercie. Dans le reste de l'actualité, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, a reçu le 21 janvier dernier dans son bureau le docteur Pisang Tchangay d'Ademanao, représentant résident de la FAO à Djibouti. De prime abord, l'hôte du jour a présenté ses vœux au président de l'Assemblée nationale et l'a félicité pour son élection donc, à la tête du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine. Les discussions ont principalement porté sur la tenue de l'Assemblée générale, la 3e en son genre de l'Union
l'Alliance parlementaire pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle de l'Afrique de l'Est qui se tiendra donc très prochainement à Djibouti. Cette assemblée générale regroupera 11 pays de la sous-région de l'Afrique avec la participation du coordinateur et du coordinateur sous-régional de la FAO basé à Nairobi. Et bien avant cette assemblée générale, il a été surtout question de la mise en place de l'Alliance parlementaire nationale pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle qui devrait s'opérer d'ici le mois prochain. Et toujours durant ce mardi 21 janvier, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a reçu en audience une délégation hétéroclite, donc de haut niveau, composée entre autres du bureau de l'Alliance parlementaire de l'Afrique de l'Est sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, des représentants du bureau sous-régional de la FAO, FAO Djibouti et de l'IGAD. Cette visite de travail avait pour objectif de se concerter avec le speaker Mohamed Ali Ahmed et le groupe djiboutien sur les modalités d'accueil de la 3e Assemblée générale et autres réunions statutaires de l'EAPA-PNS. Il est à rappeler que lors des assises qui se sont tenues à Kampala en Ouganda en octobre dernier, Djibouti a par décision unanime de la seconde Assemblée générale pris donc la tête de cette institution, la seconde Assemblée, invitée par le biais de cette institution parlementaire d'abriter les assises de la 3e Assemblée générale charge solennellement acceptée par la suite par le président Mohamed Ali Ahmed. Le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed Burhan, accompagné du chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, a effectué tôt ce jeudi une visite d'inspection au camp Ali Ouné où est installé le BIR, le bataillon d'intervention rapide. Arrivé à bord de l'hélicoptère MiG-17, le ministre Hassan Omar a été accueilli par le chef du bataillon BIR, le commandant Mohamed Assoué, et le ministre de la Défense, en présence du général Zakaria Cheikh Ibrahim, a effectué par la suite la revue des troupes pour rendre les honneurs. Toute la délégation a assisté à un exposé, du bataillon BIR, notant la présence également du lieutenant-colonel Mohamed Jama' Qayad, commandant l'école militaire président Goulet de Holhol. En effet, cette visite d'inspection revêtait un double aspect. D'une part, il était donc l'occasion d'appréhender la montée en puissance du bataillon d'intervention rapide et d'autre part, d'évaluer le savoir-faire tactique et technique des stagiaires de l'école militaire président Goulet de Holhol au terme de leur formation. Ainsi, les deux chefs de corps ont chacun briefé donc la délégation sur le parcours entrepris. Le bataillon d'intervention rapide témoigne de la volonté et de la stratégie militaire du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, chef du gouvernement et chef suprême des armées, concrétisé par le chef d'état-major général des armées. Le bataillon d'intervention rapide se veut le noyau offensif des forces armées djiboutiennes. Créé en 2017, le bataillon est conforme au format du commando marin américain, unité d'élite des forces américaines, formée par des instructeurs américains. Ce bataillon peut se disloquer en plusieurs unités pour une meilleure mobilité et peut être projetable à tout moment, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Et l'école militaire président Goulet de Holhol est le principal organe de formation des militaires depuis l'incorporation des jeunes recruteurs. Cette école a vocation à former les chefs d'équipe et chefs de groupe. Avec l'arrivée du nouveau chef de corps, cette école a eu un nouveau souffle, doté des cadres compétents. L'école militaire Holhol tend à se spécialiser dans la formation des sous-officiers supérieurs. Ceci témoigne également des efforts consentis et de professionnalisation des forces armées djiboutiennes. Une fois les présentations terminées, le ministre de la Défense a pu assister à une série de démonstrations du savoir-faire tactique et technique acquis au cours de la formation des militaires. Cette démonstration se divisait en 3 étapes. Les stagiaires de Holhol, aussi bien que les militaires du BIR, ont démontré chacun les connaissances militaires acquises dans l'art de faire la guerre. Il est à noter que l'école militaire président Goulet a entrepris il y a 4 mois 3 stages différents simultanés récompensés par des certificats. Il s'agit d'une formation militaire toute arme pour les jeunes recrues de l'armée de l'air, un stage élémentaire et un stage de premier degré exclusivement féminin. Au cours de la démonstration, le personnel féminin de l'armée a simulé donc un scénario dans lequel, grâce à leur acquis militaire au combat, elles délogeaient un ennemi ayant pris d'assaut une zone. Pour cela, il a fallu d'abord
élaborer un plan stratégique pour refouler l'ennemi et l'obliger à reculer. Et à travers cet exercice, les stagiaires féminins ont démontré leurs connaissances et les acquis au combat et leur aguerrissement face à la fatigue. Et de son côté, le BIR, le bataillon d'intervention rapide, a fait valoir son savoir-faire technique et tactique à travers des démonstrations de combat face à un ennemi et le maniement des armes. La démonstration s'est clôturée par une exposition des moyens logistiques et d'appui. Et en effet, les forces américaines ont doté le bataillon d'intervention rapide de 48 véhicules tactiques blindés de type Hummer et de 6 véhicules de transport de troupes. Ces véhicules jouent un effet majeur dans la mobilité de ce bataillon et quant à sa capacité à se disloquer en unités élémentaires. Ainsi, le ministre de la Défense, Hassan Omar, a pu constater de visu cette nouvelle acquisition. Des démonstrations, le ministre et le général Zakaria ont eu une réunion avec le Oukal de la région de Ali Ounais sur les effets néfastes de la contrebande. Dans son intervention, le ministre de la Défense a sensibilisé les autorités locales sur la lutte contre la contrebande des produits illicites, des cigarettes et des khat et l'impact négatif sur l'économie et le développement du pays. Le ministre a rappelé que sans l'implication de la population locale, la tâche s'avérait difficile. C'est pourquoi il est judicieux, a-t-il poursuivi, de travailler de concert et en parfaite harmonie avec les forces de défense et de sécurité afin de les assister dans cette mission. Ainsi, le ministre de la Défense a constaté de visu les produits illicites saisis par le bataillon d'intervention rapide dans leur champ d'action. Une importante cérémonie de clôture de formation de protection de haute personnalité au profit d'une quinzaine de stagiaires de la garde républicaine de la Somaliland a eu lieu aujourd'hui au bataillon interarmé d'Ali Sabié. La cérémonie a été présidée par le colonel Mohamed Jamadou Ali, commandant la garde républicaine, en présence du colonel Abdelwassi' Mohamed Ben Mohamed, commandant du bataillon interarmé d'Ali Sabié, également représentant de la Somaliland à Djibouti, du directeur général de la présidence de la Somaliland, des officiers supérieurs de la présidence de la Somaliland, des membres du conseil régional d'Ali Sabié, ainsi que des autorités militaires et la société civile de la région Ali Sabié. Ce stage qui s'est déroulé du 19 novembre jusqu'au 23 janvier 2020 au centre d'instruction du bataillon interarmé d'Ali Sabié s'est articulé en deux phases. Une première phase de formation élémentaire d'une durée de 4 semaines destinée à faire acquérir les connaissances de base et les capacités physiques nécessaires à tout soldat, mais aussi de se familiariser avec les moyens et matériels en dotation dans nos forces, et une deuxième phase d'un mois pour l'obtention du certificat niveau 1 de protection de haute personnalité qui permettra d'acquérir et de maîtriser les techniques ainsi que les bases nécessaires au métier de sécurité rapprochée. kubadin jiray ana jabiye koobkii oo jeer baan ahay jaan dheer tooladada adu jaar kubadin jiray ana jabiye koobkii oo jeer baan ahay so
baanahay Iyalada jamhuuriga u jaraysa baanahay. Et une séance de démonstration et de présentation des acquis a eu lieu par la suite. L'objectif de cette formation est de renforcer et consolider les relations fraternelles existant entre les deux parties et de partager les expériences en matière de sécurité et de défense. Il est indispensable donc de favoriser l'élargissement du champ de la coopération multiforme et par la suite donc entre la République de Djibouti et le Somaliland. Le succès de cette formation découle aussi de la qualité des instructeurs qui ont joué un rôle fondamental dans la transmission de savoir-faire et savoir-être. Écoutons le discours du colonel Mohamed Jama. C'est vraiment une grande satisfaction pour notre institution de saluer le travail réalisé durant ces 2 mois de formation et de participer aujourd'hui à la clôture de ce stage de protection de hautes personnalités organisé au profit de 15 stagiaires du Somaliland. Cette formation, qui s'est déroulée du 21 novembre 2019 au 21 janvier 2020 au centre d'instruction du bataillon interarmes d'Ali Sabié, a été articulée en 2 phases. Une première phase de formation élémentaire d'une durée de 4 semaines destinée à faire acquérir les connaissances de base et les capacités physiques nécessaires à un soldat, mais aussi de se familiariser avec les moyens et matériels en dotation dans nos armes. Et une deuxième phase de 1 mois pour l'obtention du certificat niveau 1 de protection de haute personnalité, nécessaire pour exercer le métier d'agent de sécurité rapproché. L'objectif de cette phase étant de faire acquérir les connaissances fondamentales pour préparer, organiser et conduire une mission de sécurité rapprochée dans des situations diverses et quel que soit le terrain. Vos instructeurs vous ont enseigné tous les savoir-faire tactiques et techniques pour assurer la protection d'une haute personnalité, de manière statique ou dynamique, sur site ou lors des déplacements officiels ou privés, de toutes circonstances et en tout lieu, dans le respect strict des lois, à travers des activités de préparation, de conception, d'organisation et d'exécution d'une mission de protection rapprochée. Chers stagiaires, pendant ces 2 mois, vous avez puisé dans vos réserves physiques, morales et intellectuelles, tout en développant votre goût de l'effort pour apprendre les fondamentaux d'un agent de sécurité. Les résultats atteints sont particulièrement remarquables et votre endurance vraiment notable. Je vous demande donc de renforcer et de pérenniser ces précieux enseignements que vous venez de recevoir. Je saisis donc cette opportunité pour exprimer encore une fois de plus les satisfactions du haut commandement de la garde républicaine de voir la qualité de l'instruction dispensée et adresser ses vifs remerciements au haut commandement des forces armées djiboutiennes pour leur soutien qui a permis de mener à bien cette formation. Et à la fin de la cérémonie, les stagiaires PHP ou protection de haute personnalité de la Somaliland se sont vus remettre leur certificat et c'est grâce à leurs efforts et à leur dévouement que ce stage a été accompli. La cérémonie s'est clôturée par un banquet spécial suivi d'un sketch d'animation des stagiaires PHP de la Somaliland.
Autre nouvelle du pays, après les pluies diluviennes du dernier trimestre 2019 et son cortège d'inondations qui ont détruit la plupart des infrastructures hydrauliques et agricoles, l'agriculture djiboutienne et l'élevage pastoral font face à un nouveau défi, celui de l'invasion acridienne. Conséquence des pluies exceptionnelles, les essaims des criquets pèlerins ont décimé les jardins des agriculteurs et les pasteurs, donc des éleveurs déjà au stade de survie. La paysannerie djiboutienne est aujourd'hui aux abois. Près de 80% des fermes agricoles et 60% des parcours sont durement affectés par l'invasion acridienne. Compte tenu de l'ampleur des dégâts, le gouvernement lance un appel à la communauté internationale pour parer au plus près afin de soulager cette population très vulnérable. Dans le cadre de la Semaine nationale de l'action sociale, la ministre des Affaires sociales et de Solidarité, Mouna Ousmane Aden, accompagnée du secrétaire d'État à la décentralisation, Hamadou Mohamed Arami, s'est déplacée cette fois à la cité Nassib. À leur arrivée, les membres de la délégation ont été accueillis par une foule en liesse qui leur a réservé un accueil chaleureux. La délégation conduite par la ministre des Affaires sociales et composée du secrétaire d'État à la décentralisation n'a par ailleurs pas manqué le plaisir de partager un moment de convivialité avec les enfants du complexe de la Fondation avant de prendre part à une rencontre citoyenne avec la population. Organisée par le conseil du quartier de Nassib et son équipe de l'annexe du RPP, de nombreux habitants de cette cité, jeunes et moins jeunes, ont répondu présents à cette grande cérémonie pour manifester leur joie après l'intervention du chef du quartier qui a fait un appel historique de la jeunesse de sa cité Nassib. Ce fut au tour du président du conseil du quartier de s'exprimer et remercier tous ceux qui ont participé à la réalisation effective de cet événement historique pour la cité Nassib, sans oublier les progrès réalisés au cours de l'année dernière, tels que la mise en application de l'initiative de développement communautaire du RNDS, parrainée par le ministère des Affaires sociales et de Solidarité. Un bon nombre de personnalités locales ont mis l'accent donc et ont remercié la fondation IOG Droit au logement qui a marqué tout le monde par son geste indélébile et mémorable, à savoir l'octroi de logements gracieusement aux sinistrés des incendies de la ville de Djibouti. Ils n'ont pas manqué de souligner que les habitants de la cité Nassib ont accès à la carte d'assurance maladie, à toutes les prestations médicales, de la simple consultation à la prise en charge dans les urgences, les diagnostics radio ou sanguins, la délivrance des médicaments, la prise en charge des opérations chirurgicales, ainsi que les frais d'hospitalisation. La cité Nassib fait la fierté de ses habitants. Elle a été créée par la fondation IOG Droit au logement après le grand incendie de Balbala 4 mètres qui a eu lieu en 2017 où plus de 200 familles ont bénéficié de logements décents, clés en main, avec le même nombre équivalent de sinistrés de la ville de Djibouti forment ce grand quartier qui dispose de toutes les infrastructures dignes d'une agglomération standard. Et par la suite, prenant la parole, le secrétaire d'État à la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, a dans son intervention passé en revue les différentes initiatives réalisées au profit de la population de la cité Nassib. Il a par ailleurs mis l'accent sur le renforcement de la cohésion, l'entraide et la solidarité entre les habitants de la cité. Et de son côté, la ministre des Affaires sociales et de Solidarité, Mouna Ousmane, a également remercié les habitants de la cité pour l'accueil chaleureux. Elle a indiqué donc que son département accorde une attention particulière aux habitants de la cité Nassib et que de nombreux projets de développement sociaux ont bien été lancés. Elle a poursuivi en indiquant que son département a décidé de partager cette semaine de l'action sociale avec les habitants de la cité Nassib pour clôturer cet événement d'envergure nationale. Des activités communautaires et solidaires à la cité Nassib ont été lancées pour le bien-être social des habitants et la solidarité n'est pas un concept figé dans le temps. Au contraire, elle est un mode de vie et une valeur djiboutienne qui se nourrit des réponses apportées aux attentes des nôtres en situation de vulnérabilité, a conclu la ministre. Et poursuivant sa visite de la cité Nassib à l'occasion de la clôture de cette semaine nationale de l'action sociale, la ministre des Affaires sociales et de Solidarité, Mouna Ousmane Aden, accompagnée du secrétaire d'État à la décentralisation, Hamadou Mohamed Arami, s'est rendue au complexe sportif de la cité. La délégation conduite par la ministre des Affaires sociales et de Solidarité et le secrétaire d'État n'a par ailleurs pas manqué le plaisir de partager également un moment de convivialité avec les enfants du complexe de la Fondation. Une cérémonie d'arrivée d'un nouveau remorqueur baptisé donc Omar Dankalia a eu lieu ce matin dans l'ancien port PDSA. La cérémonie donc a vu la participation du président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, Aboubakar Omar Hadi, du directeur général du port de Djibouti par intérim, Biama Ibrahim, du commandant du port, Mohamed Moussa,
ainsi que la famille Omar Dankalia qui était toute présente, donc venue directement du chantier naval d'Amen en Hollande. Le remorqueur Omar Dankalia est ainsi arrivé à son port d'attache après un mois de navigation dans les mers appartenant à l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti. Ce nouvel engin est destiné à renforcer les capacités opérationnelles de nos installations portuaires en vue de faire des ports djiboutiens un hub régional dans le domaine du trafic maritime. À tous ceux qui ont œuvré à ce que ce remorqueur soit au nom de mon père. Mon père avait travaillé ici plus de 50 ans. Il avait commencé à ravitailler les îles Moucha, Masrali et Razbir. Et après ça, il est devenu le premier tâcheron du port de Djibouti. Vraiment, c'est un grand plaisir pour nous, pour toute la famille. Les petits-enfants sont là également et les petits-petits-enfants sont présents ici. Et j'adresse mes remerciements les plus chaleureux au président de la République, Naël Omar Guelleh, ainsi que le président du port autonome, Aboubakar Omar Haddi, et tous ceux qui ont œuvré de loin ou de près. Et de son côté, le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Haddi, a rappelé que le nouveau remorqueur baptisé Omar Dankali rend hommage au grand homme que fut Omar Dankali, qui a travaillé durant 50 ans au port de Djibouti. Il a souligné que la République de Djibouti a plus de 5 ports. Et il était primordial d'avoir ce remorqueur qui est venu directement de la Hollande où il était en chantier. Il a ajouté que cet engin de dernière génération va renforcer les capacités opérationnelles des installations portuaires du pays. Santé à présent, le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Benoïta, a réceptionné un important lot de la part de l'OMS qui est constitué de 20 000 moustiquaires, également des matériels et d'équipements pour améliorer le diagnostic et la prise en charge du paludisme à Djibouti. La cérémonie s'est déroulée au sein de la centrale CAM, en présence du représentant de l'OMS à Djibouti, du directeur de la CAM et de plusieurs cadres du ministère de la Santé. Cette présente donation de l'OMS intervient dans le cadre de la lutte préventive contre le paludisme et participe également à l'amélioration de la prise en charge de cette maladie sur le plan curatif. Le ministère de la Santé est résolument engagé à mener une lutte antivectorielle multiforme et plurisectorielle contre le paludisme et les autres fièvres d'origine virale, et ce avec la collaboration de tous ses partenaires techniques et financiers. Et le secrétaire général du ministère a remercié l'OMS au nom du département de la Santé pour ces donations qui permettra de lutter efficacement contre le paludisme. Page nécrologie à présent, c'est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès de Ahmed Abdi Ghedi, dit Ahmed Houj, dans la journée du mardi en France. Parachutiste dans l'armée française avant l'indépendance, il est devenu haut cadre de la CNSS. Le défunt laisse derrière lui une veuve et 8 enfants. Ahmed Houj est né le 5 avril 1956. Il était estimé, connu pour sa sagesse, sa piété et était un homme d'une grande qualité humaine. Et sa dépouille sera rapatriée dimanche 26 janvier prochain et sera inhumé dans son village natal à Ouéa. Et nous adressons nos condoléances les plus attristées à la famille et aux proches du défunt. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Autre page nécrologie, pour clore l'actualité nationale, nous avons le regret également de vous annoncer le décès de feu Ali Barré Allalé, survenu mardi à Djibouti. Le défunt, né en 1932, laisse ses nombreuses familles derrière lui, dont une veuve et 13 enfants. Et nous présentons nos condoléances les plus attristées aux membres de sa famille et à ses proches, et prions le tout miséricordieux d'avoir pitié de son âme et de l'accueillir en son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et en nouvelle du monde, enfin, l'Organisation des Nations Unies a déploré l'expansion continue des activités de colonisation israélienne dans les territoires palestiniens occupés, ainsi que la menace par Israël d'annexer les parties de la Cisjordanie. La suite dans ce commentaire. Début de l'année 2020 a vu l'expansion continue des activités de colonisation et la menace d'annexion des parties de la Cisjordanie, a déclaré la secrétaire générale adjointe de l'ONU aux affaires politiques et de conciliation de la paix, Rosemary DiCarlo, lors du débat public trimestriel du Conseil de sécurité consacré à la question palestinienne.
La chef du bureau des affaires politiques des Nations Unies a alerté à cet égard que toutes les colonies israéliennes sont illégales du point de vue du droit international et démerde de ces faits un obstacle à la paix au Proche-Orient. Elle a également déploré la poursuite de la violence sporadique dans les territoires palestiniens occupés où quelques 220 Palestiniens, dont 80 enfants, ont été blessés lors de divers incendies, notamment lors d'affrontements, des manifestations, d'opérations de perquisition. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end sur Télé Djibouti.